Il y a une trentaine d'années est apparu dans le monde littéraire un objet non identifié, un objet littéraire non identifié. C'est le roman Les Fourmis. En fait, c'est la trilogie Les Fourmis. Et derrière cette trilogie, bien sûr, Bernard Werber, qu'on a découvert, qu'on a appris à connaître au cours des 30 dernières années. Quand je vous dis Les Fourmis, un événement, écoutez, un best-seller, on dit à peu près 30 millions de lecteurs, traduit en 30 langues. Et aujourd'hui, Bernard Werber, qu'on a suivi au fil de ces années et dont on a suivi les péripéties littéraires, nous arrive ce matin avec Mémoire d'une fourmi. Le moment était-il venu, Bernard Werber, de quoi? D'arrêter l'horloge un peu et de prendre du recul, de regarder tout ça avec peut-être tendresse? C'est exactement ça. C'est surtout, j'ai une maman qui a souffert de la maladie d'Alzheimer et je voyais bien qu'elle avait oublié toute sa vie et je me suis dit, vu qu'il y a une dimension héréditaire, si ça m'arrive, qu'est-ce qui va rester? Il restera que les histoires que j'ai racontées oralement à mon entourage et lui-même, l'entourage va les oublier et donc tout ça va disparaître comme des larmes dans la pluie. Et je me suis dit que le mieux, ça serait encore d'écrire ma propre biographie et en même temps de pouvoir transmettre surtout un savoir-faire, expliquer comment j'en suis arrivé à écrire Les Fourmis, pourquoi j'en ai écrit d'autres après, comment je nourris ma créativité et comment j'arrive à me faire de mon activité principale un plaisir. C'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver un moyen d'expression. Et ce livre-là, cette biographie, se lit comme un roman, même si à la fois il y a un peu d'atelier d'écriture dans le processus, on rentre un peu dans votre imaginaire littéraire, mais comme un roman, et aussi ça donne envie de revisiter, entre autres, Les Fourmis, parce que on y voit bien sûr la genèse des fourmis, mais on y voit tous les parallèles entre vos histoires et votre vie. Et on se dit, finalement, Les Fourmis, c'est la vengeance de Bernard Werber qui d'une certaine façon, transpose ce qu'il vit dans ce roman. Je crois que tous les romans, tous les écrivains qui écrivent des histoires, ils ont une raison précise d'écrire cette histoire et pas une autre. Maintenant, c'est vrai que quand on voit un livre dont le thème est les fourmis, on se dit quel rapport ça a avec l'auteur. Oui. En fait, c'est tout simple, c'est qu'à l'époque, j'avais l'impression de lutter contre le système et que tout le système était fermé, clos, le système journaliste et le système de l'édition. Oui. Donc, je me percevais comme un rebelle et je me disais, tiens, les fourmis, elles aussi, elles sont petites, mais unies et organisées, elles arrivent à bout des gros systèmes lourds et réactionnaires. Et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de mes préoccupations de l'époque dans Les Fourmis. Oui. Et mes préoccupations, c'est il faut changer le système parce que le système est trop vieux, et trop lent et trop lourd. Et donc, il faut se rappeler pour les plus jeunes générations que Les Fourmis nous amènent vraiment à découvrir un univers extrêmement organisé. Il y a des soldats, des princesses, des ouvrières. Il y a cette fourmilière nommée Belle-aux-Cannes. Voilà. Et est-ce que ce roman, qui a tellement marqué il y a une trentaine d'années, a traversé les générations? Est-ce que les jeunes lisent encore Les Fourmis? Et il étudie dans les écoles. Donc maintenant on peut dire que c'est un livre qui a bien vécu et qui est installé pour toucher le jeune public. Parce que quand c'est sorti, ça pouvait ressembler à du fantastique science-fiction et donc ça repoussait, presque, je veux dire. Ouais, c'était presque niché, c'était presque voilà, de genre. Exactement. Et maintenant, ces genres, comme vous dites, sont un peu plus accepté et donc j'arrive encore par ce sujet qui est quand même universel à toucher les nouvelles générations. Oui, Bernard Werber, je dis votre vie comme un roman parce que quand même il s'en passe des choses. On a peine à croire que vous êtes dans la jeune soixantaine tellement il vous arrive de rencontres, d'aventures. On parle de voyages initiatiques, on parle de l'Afrique, on parle de la découverte de la spiritualité. Vraiment des rencontres importantes. Mais si on revient à la genèse, cette envie tout jeune de comprendre le monde des animaux, le monde des insectes, de communiquer avec eux, ça c'est quand même le point de départ. S'asseoir, regarder une vie à côté de nous et je vous comprends tellement avoir envie de savoir ce qui se passe dans la tête, par exemple, d'un chat, d'un chien, d'une poule ou même d'une fourmi. Ou d'un arbre. Ou d'un arbre. Mais
quand j'étais petit, je restais des heures à observer les fourmilières, tout simplement parce que c'était les seuls animaux qui ne s'enfuyaient pas quand j'arrivais. Oui. Quand il y avait des grenouilles, des lézards ou des animaux un peu plus gros, ils partaient dès que j'arrivais parce que les animaux ont compris que les humains leur voulaient pas du bien. Mais les fourmis n'ont pas encore l'information. Alors, quand vous mettez le doigt sur une piste, elle monte sur votre doigt et vous pouvez l'amener près de votre visage. Et il se crée en tout cas un échange probablement olfactif et visuel. Et c'est cet instant qui m'a semblé un peu comme la rencontre d'E.T. Si ce n'est que c'est pas des extraterrestres, mais c'est des intraterrestres. Oui. Et quand on regarde ce parcours-là, j'ai envie de dire ce parcours de combattant, parce qu'il y a eu des versions, ça on l'a souvent dit, il y a eu un nombre incalculable. Je pense qu'il y a plus d'une centaine de versions de ce projet, si je me trompe pas. Tout à fait. Et c'était assez colossal. C'est aussi évidemment cette rencontre qui a pas lieu avec bien des éditeurs que vous allez solliciter et qui vont vous fermer la porte au nez. Albin Michel, d'ailleurs, l'aura fait à quelques reprises avant finalement de publier. Mais c'est aussi votre incursion dans le monde, et puis j'ai plus qu'une incursion, dans le monde du journalisme. Bernard Werber, je savais que vous aviez été journaliste, mais c'est quand même un bon bout de votre parcours. Ça a été votre profession. Oui, déjà, j'avais écrit un journal quand j'avais 14 ans dans lequel j'écrivais et des scénarios et des articles scientifiques. Oui. Donc par la suite, quand j'ai fait une école de journalisme et que je suis devenu journaliste, j'ai choisi évidemment la spécialisation en sciences. Heureusement que j'ai fait ça, car ça m'a donné une matière extraordinaire pour écrire mes romans dits de science-fiction ou de fantastique. Et ça m'a donné aussi l'occasion de créer un réseau d'amis scientifiques, historiens, philosophes, avec lesquels je discute. Et c'est de ces conversations que souvent naît l'inspiration d'un roman. Mais journaliste, pour moi, ça a été 7 ans très importants de ma vie, mais il fallait surtout pas que j'y reste parce que c'était pas un endroit où je pouvais m'épanouir parce qu'il y avait trop de hiérarchie. Oui. Comme j'ai dit dans le livre, c'était l'armée mexicaine et on était 120 journalistes et il y avait 100 qui étaient chefs et 20 qui travaillaient. Oui. Donc c'était pas un lieu où il était facile de pouvoir innover. Grand avantage, quand je suis romancier, je suis seul avec mes personnages. Je vais travailler au café, donc il y a quelques personnes autour de moi au café, mais elles me disent pas que mon article va être réduit parce qu'il y a une publicité qui vient d'arriver, quoi. Oui. Ce qui faisait partie de mon quotidien quand j'étais au Nouvel Observateur. Et puis, le Nouvel Observateur avait à mon avis, un problème qui était de ne pas nous laisser aller sur le terrain. Donc, il nous conseillait surtout de prendre des dépêches AFP et de les arranger un peu. Alors que moi, mon grand plaisir, c'était d'aller dans les laboratoires, rencontrer les scientifiques, assister aux expériences. Je crois que je suis un passionné de science avant d'avoir eu envie d'être le vulgarisateur de la science. Et je vulgarise beaucoup mieux en étant écrivain qu'en étant journaliste. Oui. Et en même temps, on se rend compte, Bernard Werber, que vous étiez vraiment à l'affût de ce qu'on dirait, ce qu'on appellerait maintenant les tendances. Il y a beaucoup de dossiers que vous avez faits, que j'ai lus sans savoir que vous en étiez l'auteur, mais vous vous êtes intéressé, par exemple, au phénomène paranormal, à la vie après la mort. Vous avez fait des grands dossiers sur le stress. Enfin, il y a plein de phénomènes de société dont on parlait assez peu à l'époque et qui vous ont intéressé. Oui, mais avoir raison trop tôt, c'est pire qu'avoir tort. Donc, à l'époque, je passais pour un hurluberlu, même parler d'intelligence artificielle. Exact. J'avais chroniqué les premiers systèmes de jeux d'échecs en intelligence artificielle et je sentais que ça allait finir par surpasser l'homme et que l'intelligence artificielle allait se retrouver partout. Et quand j'en parlais, ils me regardaient comme si j'étais un auteur de science-fiction. Oui. Mais ce qui est amusant, c'est que le métier d'auteur de science-fiction permet de regarder le futur, alors que le métier de journaliste nous oblige à être juste dans l'émotion présente et on n'a pas de recul. Ouais. Et on peut pas vraiment créer... Par exemple, il y a 2 dossiers que j'ai traités à l'époque, c'était Tchernobyl et le sida, et dans les 2, je sentais qu'on n'avait pas les informations, que j'avais pas le recul, et je voyais que mes collègues y allaient gaillardement en train de dire que, bon, par exemple, le nuage de Tchernobyl s'était arrêté dans les Alpes, ce qui me semblait douteux, juste par mon intuition d'être humain, pas en tant que scientifique. Et la deuxième chose, sur le sida, mon collègue pensait qu'un tiers de l'humanité allait mourir du sida. Pareil, ça me semblait douteux. Ils écrivaient des choses comme ça. Et je me suis dit, OK, on est mal placé pour pouvoir savoir ce qui se passe vraiment et on nous oblige à être dans l'émotionnel pour pouvoir vendre le livre. Ouais. C'est pour ça que j'étais finalement pas très épanoui dans ce métier. Et maintenant, je m'aperçois qu'on a enfin le recul avec le temps. On sait ce qui s'est passé à Tchernobyl et on sait maintenant un peu mieux ce qui s'est
aussi passer pour le sida. Oui. Et c'est pour ça que je suis toujours méfiant de ces médias qui veulent à tout prix vendre leurs journaux en racontant des trucs chocs, par moments faux. Et j'ai l'impression que la vérité se retrouve peut-être plus dans les romans de science-fiction que dans les journaux hebdomadaires dits sérieux. Bernard Werber, il y a donc quand même en vous ce côté journaliste, ce documentariste. Il y a aussi ce scientifique, bien sûr, on le sent. Mais est-ce que vous seriez d'accord avec Albert Jacquard qui dit « J'ai besoin de plus que le réel ». On sent ça chez vous, on sent une quête. Avez-vous besoin de plus que le réel? Ah, j'adore Albert Jacquard, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à ma première prestation à la télé. Je crois que si on se contente du réel, on est dans un monde un peu étriqué. C'est le grand avantage de l'homme. C'est ça, peut-être sa plus grande supériorité sur les animaux, c'est qu'il a un imaginaire qui peut l'envoyer dans tous les décors possibles. À la seconde où je vous parle, je peux fermer les yeux et partir dans les étoiles. Je ne pense pas que une fourmi même penserait à faire ça, ou un chat. Quoique les chats, c'est un peu plus mystérieux. Oui. Mais la plupart des êtres se contentent du réel avec une préoccupation, c'est manger, et ensuite se reposer et se reproduire. Et l'homme arrive à avoir des aspirations autres, comme s'évader par l'esprit. Et c'est ça qui me passionne. Et un roman, c'est un outil d'évasion par l'esprit. Et ça fait du bien. Je pense que quelqu'un qui s'évade avec son esprit est quelqu'un qui va rester sain d'esprit, si je puis dire, alors que quelqu'un qui reste juste limité au réel, au bout d'un moment, va étouffer. Et ça aussi, c'est une très, très grande partie de votre vie. Très tôt, et je parlais des rencontres tout à l'heure, parce que franchement, vous avez rencontré des gens qui ont été hyper importants, mais vous en avez rencontré des gens fascinants, et il y en a eu plusieurs qui ont été importants. Vous avez très tôt été mis en contact, j'ai envie de dire, avec une vie spirituelle. Qui a été celui qui vous a, si vous voulez, amené dans cet univers-là, qui va vous passionner jusqu'à aujourd'hui, j'en suis convaincue? Alors, c'était à 13 ans, en colonie de vacances, à Hyères. Donc c'est dans la Côte d'Azur en France, et j'ai rencontré un jeune homme qui avait 13 ans lui aussi et qui pratiquait le yoga. Et j'ai demandé qu'il m'apprenne, et je suis devenu en quelque sorte son disciple. Mais le yoga qu'il pratiquait, c'était pas juste des postures ou ce qu'on appelle des asanas. Il m'a appris à respirer, il m'a appris à agir en conscience, il m'a appris à faire la méditation, il m'a appris aussi, où j'ai eu l'impression d'apprendre à faire des corporations, c'est-à-dire avec mon esprit voyager en dehors de mon corps. Et il m'a appris à tout le temps prendre conscience de tout ce qui se passe autour de moi, être vigilant, être attentif. Et il avait une devise qui était pas de désir, pas de souffrance. Et je crois que j'ai une vie entière pour essayer de comprendre est-ce qu'on peut vivre sans désir. Pour l'instant, je ne suis pas arrivé à son niveau de sagesse, mais il avait 13 ans, ce qui était assez extraordinaire. Je ne l'ai plus revu, je le cherche encore. Il s'appelle Jacques Padovani. Il y a d'autres Jacques Padovani quand je le fais sur Internet, mais je me rappelle quand même de son visage. Et voilà, donc c'est un peu comme si j'avais rencontré Jésus-Christ à 13 ans, qui m'avait appris quelque chose et que je vivais encore sur cet enseignement. Oui, l'épiphanie, la révélation. Mais d'ailleurs, toutes exactement. ces questions de l'au-delà, de l'homme face à la mort, de l'homme qui devint Dieu, de l'au-delà, vont vous fasciner. Est-ce que vos collègues journalistes auront la même réception pour ces livres-là qu'ils l'ont eu, par exemple, pour Les Fourmis? Est-ce qu'il n'y a pas un point de rupture à un moment donné où, dans les grands médias, on fait « Ah ben tiens, Bernard Werber s'intéresse à des questions un peu... » délicate et étrange, on n'en parlera pas trop. Alors d'abord, je dois reconnaître qu'au Québec, la réception de tous les livres qui sont tournés vers la spiritualité a été extraordinaire. Et les quelques conférences que j'ai données à la sortie des Thanatonautes, de l'Empire des Anges, ou après Depuis l'au-delà, ou de Nous les dieux, ont été particulièrement extraordinaires quand je suis venu à Montréal. Je me souviens d'ailleurs avoir fait des séances où je proposais aux spectateurs de fermer les yeux et de faire des visualisations, un peu comme on le fait pour la méditation, et ça avait été extraordinaire. Je crois, vous savez, le milieu parisien, littéraire parisien, c'est un microcosme qui comprend une quarantaine de personnes tout au plus, mais dès qu'on quitte Paris, il y a une littérature francophone, qu'elle soit à Bruxelles, qu'elle soit à Genève, qu'elle soit à Montréal, qui est très riche avec des journalistes qui sont beaucoup plus ouverts. Maintenant, c'est peut-être cette mode des prix littéraires qui font
à Paris, ils sont attentifs surtout au style et qu'ils ne regardent pas le fond. Mais les livres que j'ai cités, qui sont mes livres de spiritualité, ont connu un beaucoup plus large public encore que mes livres sur les fourmis. Pour l'instant, mon livre qui a eu le plus de succès, c'est l'Empire des Anges. Et l'Empire des Anges, c'est quand même mon livre, j'allais dire, le plus allumé. Ouais, le plus flyé. Donc, on a le point de vue d'un ange sur les mortels et comment l'ange essaie d'aider ses petits favoris, enfin, ses mortels choisis. Voilà. Oui, mais vous savez quand même qu'on a, je m'inclus, nous, journalistes, un peu de difficulté à faire cohabiter l'esprit scientifique et la vie spirituelle telle que vous la proposez. On comprend que l'écrivain trouve là un terreau extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y a assez peu d'auteurs de fiction qui se sont lancés dans une organisation, par exemple, de l'au-delà, qui ont mis des mots, des structures qui ont organisé un peu l'au-delà. Mais vous savez que c'est difficile pour nous de réconcilier ces deux univers-là. C'est pour ça que c'est intéressant. Vous savez, c'était difficile à Christophe Colomb de convaincre qu'il fallait envoyer un bateau vers l'ouest. Tout ce qui est activité de pionnier est automatiquement mal perçu, mais c'est pour ça que c'est l'aventure et c'est pour ça que ça bouge. Sinon, si on veut faire que de la littérature confortable, on raconte sa vie sentimentale à Paris dans un appartement du 16e arrondissement et puis ça dérange personne et puis il suffit de faire des jolies phrases et puis on aura des jolies critiques. Mais c'est pas ça qui est amusant. C'est plus rigolo d'être pirate que de faire partie de la marine officielle. Donc moi, le fait de ne pas faire partie du microcosme parisien dans lequel par copinage se filent des prix, ça me convient très bien. Et je suis très content que ce microcosme existe, parce que précisément, ça me donne une raison de me battre pour faire changer les choses, pour ouvrir la littérature en général à des sujets irrationnels, ou à des sujets fantastiques, ou à des sujets spirituels. Bernard Werber, la philosophie, évidemment, vous intéresse. Quelles seraient, selon vous, et je sais que c'est pas une question simple, mais les grandes questions philosophiques qui vous intéressent en ce moment, quelles sont-elles? Il y a une question que je me pose tout le temps, c'est de quoi suis-je réellement sûr? Et la réponse est de rien. Ça, c'est vraiment la lecture des livres de Philippe Cadic qui m'a fait prendre conscience que je m'illusionnais moi-même sur tout ce qui se passe. Peut-être que là, je crois que je fais une interview avec vous et ce n'est qu'un rêve. Peut-être que je crois que je suis vivant, je suis déjà mort. Toutes ces choses-là sont des questions que je me pose en tant qu'être humain, ayant l'impression d'être vivant sur cette planète. Sinon, les autres questions que je me pose, c'est pourquoi ce monde va vers la complexité. J'ai l'impression que depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette seconde, tout devient de plus en plus compliqué. Les machines sont plus compliquées, les êtres humains sont plus compliqués, nous vivons plus longtemps avec des cerveaux de plus en plus complexes. Et quel intérêt a la nature à aller vers la complexité ? Et le début de réponse que j'ai, c'est augmenter la conscience. Pas l'intelligence. L'intelligence n'est que le moyen, mais la conscience, c'est une manière de ne plus être limité à soi, ne plus être limité à ce qui est à l'intérieur de notre crâne, mais à un moment de pouvoir, rien que par l'imagination ou par une prise de conscience, étendre notre esprit j'ai presque dire à l'infini, mais voilà, ça me semble ça la grande expérience de l'humanité du futur, c'est l'expérience de la conscience, l'aventure de la conscience. Et cette chose-là va passer par les livres, et va passer par le dialogue, va passer par les interviews à la radio comme celui-ci, et par des gens curieux qui se posent différemment les questions, qui ne se posent pas juste des questions matérielles, mais qui vont au-delà pour se poser des questions sur la conscience. Avez-vous justement confiance en la conscience et en l'intelligence humaine? Vous qui vous êtes intéressé et vous intéressez encore au monde animal, vous qui êtes soucieux d'observer la nature autour de vous, vous qui êtes fasciné par la communication entre les espèces, est-ce que vous êtes pessimiste ou au contraire optimiste quand vous regardez, ça serait bien difficile, mais peut-être que vous allez nous révéler des choses ce matin, mais devant l'état de notre planète et du peu de soins qu'on a à préserver, entre autres, notre biodiversité? Alors moi, je suis pessimiste sur le court terme,
parce que j'ai jamais vu l'homme devenir raisonnable juste parce qu'on lui faisait la morale ou on lui expliquait par A plus B ce qui allait se passer. Mais je suis très optimiste sur le long terme. Parce que si on regarde le passé, on a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a eu avant la peste, on a eu toutes sortes d'horreurs. Et chaque fois, on a trouvé des solutions au dernier moment. Et en fait, notre vie actuellement est quand même bien meilleure que celle de nos ancêtres. Il y aura toujours des gens qui diront « c'était mieux avant », mais rien que l'espérance de vie, actuellement, elle est de 80 ans pour les pays occidentaux modernes. Et en France, par exemple, au Moyen-Âge, elle était de 40 ans au maximum. Donc on a doublé de temps de vie, mais même au niveau des mœurs, il y a beaucoup plus de tolérance, on voyage plus. L'accès aux livres nous permet d'accéder à des connaissances par exemple, des grands sages d'Orient, des connaissances des Indiens d'Amérique ou du temps passé. On a accès à toutes les connaissances. Nos ancêtres n'avaient pas ça. Si on regarde objectivement, notre vie, votre vie, ma vie, est quand même bien mieux que celle de mes parents, et encore bien mieux que celle de mes grands-parents, et a fortiori de l'homme préhistorique qui avait peur d'être attaqué par des loups, par des ours ou par des lions. Donc je suis vraiment optimiste. Je crois qu'il apparaît tout le temps des gens intelligents et bienveillants qui finissent par compenser la bêtise des égoïstes malveillants qui veulent juste de la rentabilité ou qui veulent juste tout pour eux et rien pour les autres. Bernard Werber, donc, Mémoire d'une fourmi chez Albin Michel, qui est très heureux aujourd'hui d'avoir signé avec vous, hein, même s'il a fallu qu'il se fasse un peu tirer l'oreille. Hein? Oh, je crois que, en fait, il y a une phrase en hébreu, c'est Gamzu Letova. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Si sur le coup, on est surpris, même travailler au Nouvel Observateur, c'était parfait, mais il fallait pas y rester. Donc, le fait d'en partir était parfait aussi. Après que Albin n'ait pas réagi tout de suite, c'est parce qu'il faut un temps pour faire intégrer les choses nouvelles. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a un éditeur qui a cru en moi, il aurait pu y en avoir aussi aucun, et dans ce cas, les fourmis n'auraient jamais été publiées. Donc, c'est aussi un livre de reconnaissance et de gratitude, et à l'éditeur, et à mon public, parce que je suis conscient que si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai des lecteurs, il y a des gens qui rentrent dans les magasins, qui payent 20 €, je connais pas le tarif à Montréal, mais qui payent le livre, et qui vont passer 7 à 8 heures à tourner les pages, et c'est à eux que je dois tout, et c'est pour ça que j'ai écrit Mémoire d'une fourmi, c'est Mémoire d'une fourmi reconnaissante. Voilà, ça devait être le titre exact. Alors, et de belles rencontres sur le passage. Bernard Werber, on vous verra sûrement en chair et en os bientôt au Québec parce que vous venez souvent nous voir. Oui. Alors, un salon du livre prochain, probablement? Mais ça dépend un peu du Covid. Je devais venir, c'est le Covid qui m'avait arrêté. Enfin, mon éditeur n'a pas voulu que je vienne à cause de ça. Mais dès que les voies sont ouvertes, moi je sors un nouveau livre en octobre, le 1er octobre 2022. Comme vous le faites à chaque automne depuis 30 ans, quoi. Exactement. Et en général, je crois qu'il y a le Salon de Montréal qui est dans la foulée, ça doit être en décembre ou en novembre. Oui, c'est ça, cet automne. Voilà, et je vais dire qu'ils m'inscrivent. Et moi, j'adore venir dans votre beau pays, dans lequel il y a quand même une mentalité beaucoup plus cool que ce qu'on a chez nous, en toute honnêteté. Alors, écoutez, on vous souhaite de venir nous voir, justement. Et merci beaucoup, Bernard Werber, d'avoir été Merci pour cette interview et j'envoie meilleures ondes à tous vos auditeurs québécois. Merci, Bernard.